Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver une fois encore dans cette émission consacrée au décryptage de l'actualité au Bénin. Il n'y a pas de métamorphose sans douleur. Pour vivre de grandes joies, il faut prendre le risque de traverser de grandes peines. Il n'y a pas de métamorphose sans douleur. Pour vivre de grandes joies, il faut prendre le risque de traverser de grandes peines, nous enseigne Frédéric Lenoir. Sachons donc en tirer des leçons. Vous êtes sur B-News. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Carré Politique qui reçoit Ange Banouin, journaliste et analyste politique. Ange, bonjour. Bonjour Paul Danoué, bonjour amis internautes. Merci. C'est un plaisir, j'allais dire, de vous retrouver chaque fois sur Carré Politique. Plaisir partagé. Vous faites le débat ce matin avec Jandel Glessoubé, journaliste à Radio Cap FM. Jandel, bonjour. Paul, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Le parti Union Progressiste dispose depuis samedi 16 juillet dernier d'un nouveau bureau politique. Bruno Amoussou, Antoine Idi Kolaole, Mathurin Nago et Abraham Zizidokwe ne sont plus membres des instances dirigeantes de cette formation politique de la mouvance présidentielle. Le professeur Joseph Diogbenou a été désigné pour présider le nouveau bureau politique composé de 99 membres dont la plupart sont visiblement de nouvelles figures de la scène politique au Bénin. Face à ce changement presque inhabituel, nombreux sont les Béninois pour qui le départ de ces cadres politiques constitue le premier acte illustratif de la volonté du chef de l'État Patrice Talon de favoriser l'émergence d'une nouvelle élite politique relativement plus jeunes. Mes invités donneront leur avis sur le sujet. Et puis, une nouvelle décision du gouvernement réuni en Conseil des ministres du mercredi 20 juillet dernier. Toute personne physique vivant au Bénin dispose désormais de 8 jours pour signaler tout déménagement d'un domicile à un autre au niveau de la commune d'accueil. Nous en parlerons également. Ange Banouin, fulgurante ascension du professeur Joseph Diogbenou après plus de 4 années consécutives à la Cour constitutionnelle. Le professeur a été désigné pour présider les rênes de l'Union progressiste. Rien de nouveau, juste une mise en œuvre d'un agenda politique dans une certaine dynamique en marge des prochaines échéances à venir, non seulement en ce qui concerne les législatives, mais pourquoi pas également la présidentielle de 2026. Parce que vous vous rendez compte qu'en réalité, tout se met en place, comme on le disait, dans un schéma donné, et qui permet aujourd'hui de mettre en avant certains acteurs dont on peut s'imaginer quelles sont les aspirations. Et mieux, vous aurez pu constater que à sa sortie médiatique, au lendemain de sa démission de la Cour, Joseph Diogbenou a lui-même fait remarquer que ce ne sont pas les positions qui comptent, mais plutôt les objectifs qu'on veut atteindre. Et donc, vous aurez pu constater que, également, qu'au-delà de cela, qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train d'être mise en marche, et mieux, à ce conseil politique extraordinaire qui a permis de le faire président, il n'a pas manqué de faire appeler également à l'assistance que l'objectif, c'est de tout faire pour être le plus grand parti politique au terme des prochaines législatives. Donc, c'est ça également l'objectif. Donc, juste s'aviser de ce que nous sommes là en train d'observer la mise en place d'une stratégie de conquête du pouvoir. Voilà. Pourquoi pensez-vous que c'est juste un agenda qui est en train d'être déroulé? Est-ce que la célérité dans laquelle les choses ont été faites, puisque Joseph Diogbenou a été désigné, disons, 72 heures seulement après sa démission à la Cour constitutionnelle? Vous avez aussi bien fait de remarquer que il y a une célérité, et donc cela relève donc d'un timing donné. Et lorsqu'on reste dans ce timing-là, pour quelqu'un, ça ne sort pas est nihilo de démissionner et environ 4 jours après se faire porter à la tête d'un parti politique, qui plus est sur la base des données que nous avons aujourd'hui, avec 47 députés au Parlement, et mieux, un parti de la majorité présidentielle, l'un des principaux partis politiques qui anime aujourd'hui la vie politique du pays et qui soutient les actions du président en exercice. Donc, cela ne pouvait d'ailleurs sortir de l'ornière
si ce n'était pas préparé à l'avance, et donc on est en train de nous servir simplement les plats un à un, et nous aurons le temps d'observer jusqu'où on en irait avec ces stratégies. Jandel Glessoubé, Ange Banouin, et tout comme un courant de pensée assez répandu dans le pays, pense que c'est un scénario qui est en train d'être déroulé. Certains sont même allés jusqu'à dire que la célérité dans laquelle les choses ont été faites manque d'élégance. Est-ce votre avis? Non, je crois que on ne peut pas rester loin et apprécier que ça manque d'élégance ou pas. Est-ce que cela répond à une vision politique? N'oubliez pas que le chef de l'État, qui est porteur de la réforme du système partisan, a émis le vœu à plusieurs reprises à ce que nous puissions avoir au Bénin une nouvelle classe politique. Depuis les années 1960, les têtes que nous avons aujourd'hui, qui sont presque les ténors de la classe politique, on les a vus à l'œuvre, et durant les régimes qui se sont succédés, ils étaient là. Ils ont donné, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le pays. Si aujourd'hui, on constate qu'il y a un parti politique qui est dans une dynamique de quand même mettre de côté cette catégorie d'acteurs politiques pour permettre à l'émergence d'une jeunesse, on ne peut que s'en réjouir. S'en réjouir du moment où, lorsque nous regardons de près, ce qu'on a cité tout à l'heure, et le président Bruno Amousou, et le président Idi Kolaole, le président Abraham Ziziroué et le président Mathurin Kofi Nago, on les a vus à l'œuvre. Et eux tous, ils ont été présidents de l'Assemblée nationale. Ils ont occupé des postes de responsabilité dans notre pays. Sauf Abraham Ziziroué qui a été la Cour constitutionnelle. Non, la Cour suprême. La Cour suprême, j'allais dire. La Cour suprême. Justement. Et donc, tous ceux-là constituent toujours des forces politiques dans leurs zones respectives. Mais, est-ce qu'on a forcément toujours besoin d'eux à la tête pour faire fonctionner le parti politique? Mais n'oubliez pas que nous allons quelque part. Dans quelques mois, il y a les élections législatives. Après ça, il y a les élections présidentielles. Et l'Union progressiste aujourd'hui est dans une condition un peu difficile. Difficile en ce sens que depuis le 1er décembre 2018, où l'UP a été mis sur les fonds baptismaux, l'UP a eu la majorité pour toutes les élections qui ont été organisées. Et donc, le danger aujourd'hui à l'UP, est-ce que l'Union progressiste pourra conserver sa force de premier parti politique au Bénin? Il est facile d'être premier, mais le plus difficile, c'est de se maintenir à la première place. Est-ce que c'est ça qui a conduit à une désignation d'un nouveau bureau politique qui a été faite, je vais le dire ainsi, au cours d'une réunion extraordinaire? Et non pas au cours d'un congrès. On n'a pas besoin forcément d'aller à un congrès, que ça soit extraordinaire ou ordinaire, pour mettre en œuvre une vision politique. Et on parle de parti politique. Et un parti politique, lorsqu'on veut atteindre des objectifs, on se donne les moyens, l'aptitude nécessaire pour y aller. Ce n'est pas pour autant que ceux qu'on a, c'est-à-dire qui se sont retirés, n'ont plus rien à donner en politique. Non. Mais lorsqu'il y a une jeunesse qui émerge, nous savons tous que lorsqu'on va mettre le jeune et sur là, à un point de départ, on n'aura pas quand même le même résultat in fine sur le terrain, qu'on le veuille ou pas. Et aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui émergent en politique. Pour moi, ceux qui estiment que c'est une retraite forcée, non, pas du tout. Ce n'est pas une retraite forcée. Vous aurez pu constater que déjà, pour les dernières élections législatives, il y a eu bon nombre parmi eux qui n'ont pas été positionnés sur la liste pour aller aux élections, malgré qu'ils étaient dans les instances au niveau des départements. Donc c'est depuis ce moment-là qu'on les préparait déjà psychologiquement à ce qu'ils vont quitter la scène politique. Et donc ce n'est pas venu du néant, tout était préparé pour permettre à ce parti-là quand même de conserver sa place. Ce qu'il urge de notifier, c'est que la jeunesse doit mériter cette confiance-là.
Ange Banouin, il y a certains membres de l'Union progressiste et d'autres béninois qui pensent que cette désignation de Joseph Diogbenou et la composition de ce nouveau bureau politique va inévitablement conduire à un malaise au sein du parti, puisque aujourd'hui on parle de retraite forcée à Bruno Amoussou, Idji Kolaolé, Mathurin Nago et tous les autres caciques de la scène politique au Bénin. J'observe que ce n'est pas ce ne serait pas fin politique que de penser que en retirant un acteur politique qui a été au devant de la scène politique pendant des décennies, pendant tout au moins plus de 3 décennies, juste en lui arrogeant un titre. Nous avons pu observer dans ce pays que même des silences d'anciens chefs d'État, d'anciens présidents de partis politiques, même leur silence est évocateur. Donc, pour ceux qui pensent, et mieux encore, pour les nouveaux responsables du parti, qui pourraient s'imaginer un tant soit peu que le fait qu'aujourd'hui il soit porté sur les feux de la rampe et d'être en avant-plan, de faire passer outre, pourquoi pas, les conseils, mieux et mieux les aspirations, et parfois même les clins d'œil, et au-delà, le silence de ces ténors-là serait véritablement suicidaire. Dans la mesure où c'est des acteurs politiques qui ont capitalisé un certain nombre d'expériences politiques. Et qui, mieux que, comme on le dit de façon courante, on dit bien qu'un vieillard assis voit mieux qu'un jeune debout. Donc, sur cet aspect-là, on peut déjà se rendre compte que ce serait faire fausse route de penser qu'ils sont en greffe mis à la retraite et que donc, basta, comme on le dit de façon au quartier, il faut faire fi d'eux ou bien il faut les ranger carrément au placard. Et cela ramène donc même à une sagesse africaine, selon laquelle un nouveau roi élu a demandé à tous les jeunes de mettre fin à la vie de leurs parents, avant de revenir maintenant pour leur mettre en face une énigme. Et le seul qui a pu s'en sortir, c'est celui qui n'a pas exécuté son père. Donc celui qui n'a pas mis en exécution les propos de ce roi-là. Donc c'est dit que tout en voulant peut-être reformer, en voulant peut-être mettre en avant-plan des stratégies, il faut chercher peut-être à lire derrière ces stratégies-là, quel est le message, quel est l'objectif visé. Parce que là, nous sommes en politique. Et laissez-moi vous dire que à la lecture de ce qui se fait et de ce qui se joue, c'est qu'on peut retenir tout au moins qu'aujourd'hui, il y a une volonté, pourquoi pas, il y a pour le moins qu'on puisse dire, une volonté de permettre à ce qu'il y ait certains acteurs qui soient au devant. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de chercher peut-être le thème de campagne des législatives prochaines? Parce que c'est assez facile de faire croire aux gens que lorsque vous mettez quelqu'un qui, à minima, est d'un certain âge, ou bien d'un âge certain, devant pour gérer un parti politique, que vous êtes en train de faire de la promotion de la jeunesse, et donc, de ce fait-là, souder autour de soi une certaine jeunesse, comme beaucoup ont tendance à le dire, sans faire du jeunisme, on ne dira pas jeune, mais l'erreur que nous aurons commise est que aujourd'hui, il y a quelque chose qui frappe à l'œil au niveau de la scène politique nationale et même au plan international. L'ascension aujourd'hui des jeunes qui, en réalité, sont descendus dans l'arène politique, comme on le dit, comme des militaires sac au dos. Vous pensez qu'ils ne sont pas suffisamment prêts? Ce n'est même pas une affaire d'être suffisamment prêts. Bruno Amoussou, c'est des années de militantisme. Ce n'est pas... Je ne le dis pas parce que j'ai véritablement un penchant pour lui, non. Mais je le dis en tant qu'analyste et mieux en tant que prospectiviste. Parce que pour l'avenir, et l'erreur que nous commettons aujourd'hui, et pour la plupart du temps en Afrique, c'est que nous mettons en face, nous remettons l'avenir des générations à des gens qui forcément n'y sont pas préparés. Dans quelle mesure? Dans la mesure où on a vu, on nous dira peut-être que ces gens-là, oui, qu'ils ont échoué, qu'ils n'ont pas pu peut-être réaliser ça. Mais ce n'est pas aujourd'hui, à l'heure où la planète entière table derrière des idéologies, derrière des visions, que nous allons mettre des gens dont nous ne connaissons pas les courants politiques, dont nous ne connaissons pas quelle est la vision d'avenir à court, moyen et à long terme, que nous n'avons pas vu gérer au-delà de 5 à 10 ans.
C'est dit quoi? C'est dit que ce serait vraiment suicidaire de penser qu'aujourd'hui, qu'un renouvellement de la classe politique va se faire juste par, comme on le dit, par décret. Mais le renouvellement de la classe politique se prépare. Et il ne faut jamais penser qu'il s'agisse d'un conflit de génération. Non, loin s'en faut. Le renouvellement de la classe politique, c'est une question d'idéologie, c'est une question de préparation, c'est une question de vision, c'est une question d'avenir. Et il ne faut jamais être pressé. Sinon, on risque, comme on le dit, de mettre la charrue avant les bœufs. Parce que, et l'autre élément que je voulais faire ressortir, c'est que nous risquons de tomber dans un jeu. Et ce jeu-là, c'est le jeu de faire croire aux gens qu'on est en train de réformer, mais qu'en réalité, qu'on est en train de prendre le contrôle de l'arène politique. Parce que, dites-vous que ces cadors-là, c'est des gens qui, à un moment donné, peuvent avoir le courage, et même, je ne dirais même pas l'outrecuidance, de, comme on le dit, s'ils ne peuvent pas taper du poing sur la table, tout au moins de tousser un instant et de dire, pour faire retenir leur attention. Et qu'aujourd'hui, nous soyons en face de gens qui, parce qu'ils ont été promus, parce qu'ils ont vu une ascension, ils vont se sentir donc redevables et mieux, quand on prend le parti Union progressiste, c'est un parti qui a une idéologie socialiste, socio-démocrate. Mais aujourd'hui, nous avons des libéraux qui sont à l'Union progressiste, et même certains qui sont même tagués d'ultra-libéraux. Nous avons des gens qui, en griffe, sont également, comment on dit, socialistes, et mieux encore. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est que ce qu'on aurait pu aimer voir, c'est non seulement la démarche de démystification, même si on peut faire sembler croire que le temps est court, mais depuis le 1er décembre 2018, où le parti a été mis en place, il était annoncé un congrès pour la refonte de ces instances. Mais du congrès, rien n'y fit. Mieux également, quand il va passer de l'UP également au bloc républicain, rien n'y fit. Mais c'est dit que politiquement, en réalité, on est revenu, on n'a pas bougé. Parce qu'on aurait pu bouger si aujourd'hui, même si même, ce sont les actions qui auraient pu nous donner raison de dire, même si ce n'est pas encore ce qu'on souhaite, on voit quand même des choses qui se passent. Parce qu'on n'a pas vu une désignation démocratique, mais plutôt on a vu, même si on peut nous dire qu'au sein du bureau qu'il y a une désignation démocratique, cela c'est pour le commun des mortels, mais tout le monde, quand même dans la polichinelle, c'est un secret de polichinelle, il s'agit pourquoi pas d'une désignation. Quand on dit démocratique, ce ne sont pas les militants qui sont allés pour dire nous choisissons telle personne pour nous diriger parce que par rapport à X ou Y, voilà ce que lui l'entrevoit, voilà ce qu'il a mis sur la table. Non, mais plutôt le bureau politique qui s'est refondu et dont on nous a présenté un nouveau format. Donc, digeste ou pas, on accepte ça comme ça. Chandel Glessoubé, je pense que Ange Banouin, pour résumer un peu ses propos, on ne pourra pas faire sans ces cadres-là, si l'Union progressiste tient vraiment à continuer à faire mouche pour les prochaines élections. Vous pensez que le nouveau bureau installé n'est pas suffisamment prêt pour conduire les rênes du parti qui a surtout pour objectif de devenir la plus grande formation politique au Bénin? Je crois que pour l'instant, on ne peut que se limiter à ce qui est formel. Pour le moment, personne n'a dit qu'on a forcé certains acteurs politiques à une retraite. Non. Encore que, je l'ai dit il y a quelques instants, pour les élections législatives de 2019, on a vu certains parmi eux qui siégeaient encore à l'Assemblée nationale avant cette élection-là. Mais malgré qu'ils étaient dans les instances du parti, au niveau des départements, ils n'ont pas été positionnés pour participer activement à l'élection législative. Mais ils ont contribué aux résultats que l'Union progressiste a eu dans ces zones. Et depuis ce moment, ils sont restés membres influents du parti politique. Ils ont continué à travailler. Pour dire quoi? On n'a pas forcément besoin d'être en avant-garde pour faire le militantisme. Et un parti politique a son idéologie. Si l'UP a décidé aujourd'hui de rajeunir un peu les instances, mais ça serait pour une bonne raison. Que le temps, le délai qu'on ait pris pour l'utiliser, que ça soit, si c'est court ou pas, ça c'est un autre débat. Mais n'oubliez pas un aspect. La réforme du système partisan, qui en est le porteur? C'est le chef de l'État. Et lorsque nous prenons en majorité
les deux partis politiques qui le soutiennent, quand je prends en premier, c'est-à-dire l'UP et le BR, qu'on le veuille ou non, il reste et demeure le leader charismatique de ces deux partis politiques-là. On ne va pas nous dire aujourd'hui qu'on a fait ce réajustement structurel au sein de l'UP sans que Patrice Talon n'ait pas été informé, que ce soit en amont ou en aval. Non, je suis d'accord sur le principe. Mais là où je ne suis pas entièrement d'accord, c'est le fait qu'on demande au président, au patriarche Bruno Amoussou, qu'il se retire de la tête de l'Union progressiste, ne veut pas dire que dans le moment Koufo, qui n'a plus son mot à dire en politique, cela ne voudrait pas dire que même pour les prochaines élections, qu'il ne sera pas sur le terrain pour accompagner les jeunes qui ont eu de la sanction à quand même travailler sur le terrain. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas eu encore une voix dissidente pour dire « Ah, moi, je ne suis pas d'accord ». Encore pour que ça soit une voix la plus autorisée, membre du bureau politique, de l'ancien bureau politique, ou parmi ces ténors-là, pour vous dire que cela a été préparé. Cela a été préparé. Et lorsque vous discutez avec ceux qui étaient membres du bureau politique de l'UP, ils vous diront qu'ils savaient. C'était préparé. Et ils savaient depuis des mois qu'on devrait avoir de réajustement avant les prochaines élections législatives. Là, vous confortez un peu la position de Ange Banouin. Non, c'est-à-dire pour dire que ça ne tombe pas du ciel. Peut-être le militant lambda ne s'est pas préparé à ça. Mais les leaders... C'est donc un scénario bien écrit. Ce n'est pas un scénario bien écrit. Non, ce n'est pas une affaire de scénario. Mais c'est une vision politique qui est mise en œuvre. Parce qu'un parti politique, d'abord, sa vision, c'est quoi? C'est de gagner les élections. Et là où nous allons, à un moment donné, si on se sent le désir de faire un réajustement au sein des partis politiques, il n'y a pas de problème. En 2018, au congrès de l'Union progressiste, mais ce n'était pas un vote ou pour contre, pour mettre le bureau qui est là. Non, j'étais au congrès. On était là. Vous avez entendu ce qui a été dit au thème du congrès. Oui. Les instances, la refonte des, comment dire, le renouvellement des instances était annoncé. Justement. Alors, pour un congrès à venir, qui devait advenir au plus tard 1 an après. Qui n'est jamais venu. Qui n'est jamais venu. Oui, ça, c'est des préoccupations internes des partis politiques. Et au-delà de ça, l'Union progressiste, une réforme du système partisan. L'Union progressiste avait même annoncé qu'on devrait installer les structures de base. Et dans un passé récent, vous aviez vu le président Bruno Amoussou qui a fait le tour du pays, qui est allé rencontrer, c'est-à-dire toutes les coordinations communales qui, c'est-à-dire de l'Union progressiste dans les 77 communes du Bénin. Et après cette tournée, immédiatement, il devrait installer les structures de base. Parce que qu'est-ce que les tests disent? À l'UP, normalement, c'est que dans ton quartier, tu dois être membre de la coordination du quartier. Et c'est ceux-là qui doivent former la coordination d'arrondissement. Et c'est ceux-là qui forment la coordination communale pour aller au niveau départemental et pour avoir maintenant le bureau national. Mais c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a encore des couacs à l'intérieur du parti. Mais étant à la veille d'une échéance électorale, on a besoin forcément, c'est-à-dire de redynamiser un peu les choses pour aller de l'avant. Il faut voir également la carrure et le prototype de ceux qui sont aujourd'hui membres du bureau politique et membres de la direction exécutive nationale pour voir si ceux-là peuvent faire le job. Justement. Le problème est là aujourd'hui. Est-ce que ces hommes et femmes qui ont la charge de l'UP aujourd'hui valent quelque chose en politique? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce que les militants à la base, est-ce que les leaders à divers niveaux peuvent collaborer avec ceux-là pour que la vision de l'Union pour d'être le premier parti au Bénin puisse être atteinte? C'est le problème aujourd'hui. Jean-Del Glessoube, j'ai envie de rester avec vous. Il y a certains Béninois qui nourrissent des inquiétudes depuis peu. Ces événements se produisent à quelques mois seulement des législatives de 2023, dont l'issue marquera certainement la transition pour l'organisation des élections générales en 2026, telle que l'a voulu la Constitution révisée en novembre 2019. Avec ce retour en politique de Joseph Tchogbenou, qui a l'habitude des grandes réformes, l'on se demande si aujourd'hui il ne sera pas précipité
plébiscité, au perchoir à l'Assemblée nationale pour conduire un certain nombre de lois encore qui vont être jugées chrysogènes. Pourquoi nous voulons rester ici et prêter déjà des intentions? Bon, que Diogbenou soit le successeur de Louis Vlavonou, ce n'est pas un péché. Est-ce que cela est interdit quelque part? Mais nous sommes en politique, et en politique, c'est des calculs. C'est des calculs, on est en politique. Pour moi, ceux qui estiment peut-être que ça gêne, c'est un schéma bien tracé. Un schéma tracé ou pas, on est en politique. Est-ce que ça viole une loi? Ça ne viole aucune loi, qu'il soit le prochain président de l'Assemblée nationale. Encore que le débat actuel, pour moi, ce n'est pas encore à ce niveau-là. Est-ce que Diogbenou a la carrure pour diriger l'Union progressiste? Est-ce que Diogbenou... Votre réponse. Ma réponse est oui. Ma réponse est oui, parce que Diogbenou a un parcours politique au-delà de l'homme intellectuel, parce qu'on peut être intellectuel et ne pas avoir un parcours politique. En termes de militantisme, il a milité. Son parcours politique, on le sait. Maintenant, étant président, ça ne veut pas dire que tout pèse uniquement sur sa tête. Il y a d'autres personnes qui l'entourent, qui vont l'encadrer. C'est avec ceux-là qui va faire le travail. Ne regardons pas uniquement la personne est nihilo du président Joseph Diogbenou, mais regardons un peu la configuration du bureau politique et de l'ADN. Ange Banouin, il l'a martelé au lendemain de sa démission face à la presse. Je suis candidat à tout ce que mon parti me dira de faire. Est-ce que, une fois que Joseph Diogbenou aura été plébiscité à la tête de l'Assemblée nationale, que les Béninois auront la garantie que des lois qui reflètent la réalité seront votées et certifiées conformes à la Constitution? Avant que je n'en vienne là, je voulais peut-être embrayer sur la chute de Jandel, oui, parlant de la carrure de Joseph Diogbenou, et mieux ce parallélisme qui est fait d'emblée, sans tout au moins un bémol entre la gestion d'une institution et mieux et celle d'un parti politique. Dites-moi aujourd'hui, de fond en comble, quels sont les éléments qui caractérisent oui, un leader politique chez nous au Bénin? Bien que, au-delà de ce que le parti ait une assise, c'est d'abord qu'il faut voir quelle est l'assise politique de l'individu, son sens managérial et mieux également, ce qui est de ce qu'on appelle la stratégie. Et lorsqu'on prend ces trois éléments, loin s'en faut de ne pas le reconnaître à X ou Y, mais c'est des aspects sur lesquels il faut travailler. Et ce ne sont pas des aspects sur auxquels on assène, excusez de peu, en l'intervalle d'un passage à la tête d'une institution. Mais plutôt, je ne dirais pas, d'être allé au charbon, d'y être resté pendant un bon moment, et que les acteurs politiques, et que mieux les populations vous aient observé pour qu'ils jettent sur vous leur dévolu. Parce que un parti politique ne fonctionne pas comme une institution où vous avez, je ne dirais même pas tout l'appareil de l'institution qui est à votre service et suit vos injonctions, va à gauche ou à droite. Mais un parti politique, c'est des ressentis, c'est des émotions, c'est des aspirations et mieux des ambitions. Et vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que les partis politiques, la plupart du temps, sont créés par des tatampions qui, du jour au lendemain, finissent comme on le dit, hein, comme une fumée. Parce que sur cet aspect-là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte. Et il ne s'agit pas ici aujourd'hui c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la gouvernance ou la gestion d'un parti politique ne se décrète pas. Vous avez une légalité, certes, par rapport au test de votre parti, mais votre légitimité, ça est tablé sur vos militants à la base. Pas simplement du bureau politique, ni pourquoi pas en grippe des lobbies politiques. Non. Et lorsque nous allons quitter cet aspect, pour en venir maintenant sur une éventuelle élection à la tête du Parlement et pourquoi pas une prise de décision qui vaille la peine dans un paysage politique comme celui du Bénin et mieux dans un contexte démocratique, c'est qu'il faudrait d'abord s'assurer que le jeu politique soit d'abord ouvert, équitable et équilibré.
Avez-vous cette assurance? Pour que, au Parlement, nous puissions avoir la vitalité démocratique. Et si peut-être je vais faire une analyse de certaines de ces schémas qui se dessinent, c'est qu'on a tendance à croire qu'on veut légitimer l'ascension de certains par rapport à leur fait d'âme. Quand je dis légitimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup se sont dit, mais nous avons quand même eu de bonnes personnes, nous avons quand même des gens qui ont quand même un bon pédigré politique, qui sont au Parlement. Mais le fait peut-être qu'ils ne soient pas des rhétors a fait que leur présence sur le débat, sur le terrain politique, n'a pas a manqué à l'opinion, qui était habituée excusez un peu, oui, à une certaine animation de la vie politique. Peut-être, c'est ce plat peut-être que je peux dire, le plat de pouvoir tenir en haleine l'opinion, de pouvoir peut-être défendre certaines prises de position, bec et ongle, et mieux de pouvoir essaimer ou agiter dans l'opinion des perspectives. Sinon, sur le plan de la prise ou bien de la configuration prochaine du Parlement, ce qui est le plus attendu, c'est aujourd'hui, d'abord, qu'il y ait un jeu, qu'on le veuille ou pas, démocratique, pour que nous ne connaissions plus les événements de 2019 et que nous n'ayons plus un Parlement comme celui de la 8e législature. Et là, lorsque des lois seront prises de façon légale, on saura que voici la composition du Parlement et qui a abouti à X ou Y. Mais qu'il ne soit plus, qu'on n'ait plus affaire à un Parlement que, je ne dirais pas d'emblée, qu'on étiquette. Parce que en réalité, si nous voulons aujourd'hui que des actes, sinon que des actes politiques aient le sceau, le sceau de l'avis favorable ou de la caution populaire, tout est question de comment est-ce que le Parlement sera mis en place et de comment est-ce qu'il sera représenté. Sans quoi on ne pourra rien dire et que de constater ce qui sera fait. Ange Banouin, je reste convaincu que Jean-Del Glessoubé a envie de rebondir sur vos propos, mais nous sommes tenus par le temps. Nous allons évoluer dans cette émission. Donc il faut y revenir. Oui, un dernier. Donc il faut la deuxième partie de ce débat. On va y revenir, mais pour l'instant, nous allons évoluer dans ce débat. Je l'annonçais dans mon introduction, les nationaux et les ressortissants étrangers vivant au Bénin ont désormais l'obligation de signaler dans un délai de 8 jours tout déménagement sur le territoire. Jean-Del Glessoubé. Non, je crois que à l'annonce de cette mesure par le gouvernement, il y a eu assez de commentaires. C'est vrai que le gouvernement est dans une logique. On veut contrôler les allers-retours avec la menace terroriste qui plane sur notre pays. Je suis d'accord. Mais dans le fond, je me pose des questions. Est-ce que cette mesure pourra être respectée? Ce n'est pas le fait de prendre une décision qui est le problème, hein, mais c'est l'application même de la décision. On veut avoir un état civil au niveau des mairies, que le citoyen lambda a déclaré « j'ai quitté la maison X et maintenant je suis dans la maison Z ». Est-ce que le citoyen est préparé à ça? Est-ce qu'il a le temps? Quel est le mécanisme qu'on mettrait en place pour contraindre le citoyen à respecter la mesure? Quelles sont les implications de cette mesure? C'est là le véritable problème. Sinon, on va beau en parler, mais dans le fond, ça ne sera pas respecté. Il faut tenir compte de la réalité socio-culturelle de notre pays. S'il n'y a aucune contrainte pour le Béninois, il peut déménager en un semestre 3-4 fois sans le dire à n'importe qui. Le propriétaire qui l'accueille ou d'où il a quitté, quel est le mécanisme pour contraindre ce propriétaire à lui exiger « montre-moi la lettre que tu as adressée à la mairie ». Et donc, je vais terminer en disant, s'il n'y a pas un mécanisme de contrôle, cette mesure est mornée. Ange Banouin, selon le Conseil des ministres, cette décision favorise la mise en œuvre de 2 registres communaux des personnes physiques, qu'elles soient des Béninoises, personnes des Béninois, et qu'ils soient des étrangers. Vous savez, la question sécuritaire aujourd'hui l'emporte sur bon nombre de situations. Maintenant,
si on va s'en tenir simplement à cela et penser que en régentant les choses de la sorte, que cela va nous permettre de pouvoir s'en sortir, je pense que on aurait réglé le problème comme on le dit, sur le papier. Parce que la réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est tout autre. Et mieux, le problème aujourd'hui se pose à comment est-ce que nous faisons pour que le citoyen se sente bien reçu dans l'administration et que il se sente redevable de pouvoir de le faire. Parce que en dépit de tout ce qui se dit de la décision, sa mise en œuvre vise un objectif donné. Et au-delà de cet objectif, le citoyen aussi va se demander mais en quoi est-ce que cela l'arrange. Donc, la nécessité, donc, déjà sur ce plan-là, de mieux communiquer et informer, oui, parce que c'est aussi ça, il faut que les gens soient informés et qu'on communique sur les tenants et les aboutissants de cela, et mieux, quels sont les aspects, quel est l'objectif visé, même si c'est de façon officielle, pour que le citoyen se sente à même d'y arroger, arroger. Sinon, ce serait encore une mesure de plus. Et dites-vous, la préoccupation des Béninois à l'heure où nous parlons, ce n'est pas signaler leur position, mais plutôt comment gérer leur quotidien avec ce que tout le monde sait. Ce sera la fin de cette émission, amis internautes. J'étais avec Ange Banouin. Je rappelle qu'il est journaliste et analyste politique. Il a fait le débat de ce matin avec Jandel Glessougbe, qui est journaliste à Cap FM. Nous sommes à la fin de cette émission. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Carré Politique.